Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce que domine l'actualité. Le CHR d'Adzopé est désormais opérationnel. Le Premier ministre Patrick Achi a procédé à l'ouverture de ce centre hospitalier régional. Cet établissement sanitaire a une capacité d'accueil de 200 lits et du matériel à la hauteur des attentes. Il vient améliorer la prise en charge médicale des populations de cette partie du pays. Et le gouvernement continue d'œuvrer à l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Les concours administratifs et d'accès à l'École nationale d'administration sont ouverts. Pour cette année, la ministre Amdésiré Ouloto annonce de nouvelles mesures. Il est mis en place un guichet unique pour les inscriptions et les dépôts de dossiers. Et puis en France, 200 entreprises ivoiriennes sont légalement constituées. Les jeunes de la diaspora essaient tant bien que mal de se réaliser. Ils sont dans les secteurs tels que la coiffure, la sécurité, le show business. Comment sont-ils parvenus à implanter leur business dans ce pays? On en parle dans le dossier vu d'ici, à suivre dans ce journal. Et puis à suivre également dans cette édition au nord du Burkina Faso, 16 soldats tués, dont 4 supplétifs de l'armée. Les jeunes volontaires pour la défense de la patrie, ils ont trouvé la mort dans une attaque contre un détachement militaire dans la province du Samatenga. Le système sanitaire ivoirien est en pleine transformation. Après l'inauguration cette semaine de l'hôpital général de Méagui et le CHR de San Pedro, le Premier ministre était ce vendredi à Adzopé. Patrick Achi a ouvert le centre hospitalier régional de Lamé. L'établissement renforce l'offre de soins avec un service de qualité pour le bonheur des populations. Alexis Ouedraogo. Elle, c'est maman Assisha Angèle. Ça fait 5 ans qu'elle dialyse. Assisha est retraitée depuis de longues années. Souffrante d'insuffisance rénale, elle était pour sa dialyse en permanence à Abidjan. Depuis les phases tests d'ouverture du CHR d'Adzopé, la native de la région ne souffre plus le déplacement. Quitter à Daniel, il faut aller à Okodi. Il y a tellement de embouteillages, j'ai tellement souffert. Donc, quand on a fait ça, je suis revenu. Ici, je suis tellement très content. Je leur dis merci. Que Dieu les bénisse. Et son bonheur est aujourd'hui total, car le CHR d'Adzopé ouvre ses portes. Bâti sur plus de 14 000 m² pour une capacité de 200 lits, l'infrastructure va renforcer le plateau sanitaire existant. Le plateau technique, il est vraiment très fourni. Nous sommes à la pointe de la technologie. Je pense en tant que praticien, vraiment cela va nous permettre de travailler vraiment dans de très bonnes conditions. Pour les élus, cadres et populations de la région, cet ouvrage est la preuve concrète de l'efficacité de la vision du chef de l'État. À l'occasion de sa visite d'État, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, avait promis le bitumage de l'axe Adzopé-Yakasia-Tobrou. Joignant l'acte à la parole, ce tronçon a été bitumé à la grande joie de nos parents. À l'occasion de l'inauguration de cette route, le 3 août 2019, il a annoncé la construction du CHR d'Adzopé, du centre culturel et de l'hôtel de ville de Yakasia à Tobrou. Toutes ces infrastructures ont été réalisées 2 ans après. Autre acquis avec ces inaugurations, réhabilitation et pose de première pierre, la mutation complète du secteur de la santé. Le centre hospitalier régional viendra renforcer le dispositif sanitaire actuel et servira d'hôpital de référence pour les 4 départements que sont Adzopé, Akupé, Alépé et Yakasia-Togo. Pour le Premier ministre, cette journée célèbre le bond prodigieux de la région en termes d'infrastructures, passant d'un hôpital général à cet ouvrage architectural. Une œuvre qui exprime la signature du développement promis par le chef de l'État. Nous ne travaillons que dans un seul but, permettre à nos populations de vivre mieux, plus longtemps et en meilleure santé. Aujourd'hui, c'est un jour de libération. Aujourd'hui, c'est un jour de progrès. Aujourd'hui, c'est un jour de développement de la Côte d'Ivoire. Le développement des régions de l'Est et celui de Lamé qui sont bien réels. Adzopé l'attendait. Lamé et toutes les régions environnantes le voulaient, le président de la République nous l'a donné. Et comme toujours, Patrick Achi insiste encore et encore sur l'humanisme du personnel de santé. Aux urgences, regardez, arriver et dépasser un malade, quelquefois couché par terre, sans même faire attention à lui, est une trahison inacceptable au serment d'Hippocrate que vous avez prononcé.
On mettra tous les équipements, on mettra tous les bâtiments, on mettra toutes les infrastructures. Mais si avec le cœur et avec l'âme, vous ne vous concentrez pas et ne respectez pas le choix que vous avez fait de donner la vie et d'empêcher que la vie se perde, alors en vain ces investissements auront été faits. Le Premier ministre engage les populations à faire confiance en la vision 2030 du chef de l'État. Oui, nous avons eu raison d'avoir un esprit de discernement pour faire le choix de ceux qui développent, de ceux qui parlent et font ce qu'ils disent, et de ceux qui promettent et tiennent leurs promesses. Alors ensemble, tous ensemble, continuons toujours de faire confiance au président de la République et de rester engagés et fidèles à ses côtés. Naissant, n'est chaud, mais limonacé. Notons que 2 ambulances ont été offertes au district sanitaire. Et un tel événement a mobilisé du monde à Adzopé. La bonne nouvelle de l'ouverture du CHR suscite une réelle satisfaction. On peut le voir dans ses réactions au micro de Abou Sanogo. C'est le lieu de rendre hommage au leadership du président de la République en matière de santé. Aujourd'hui, la ville d'Adzopé dispose d'un CHR avec des équipements de dernière génération. Il faut espérer que le personnel soit également entièrement formé pour l'utilisation de cet équipement. Nous voyons que le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour améliorer l'accès aux soins et nos partenaires, que ce soit le système des Nations Unies, que l'ensemble des autres partenaires, on va se mettre ensemble pour renforcer la qualité des prestations. Depuis longtemps, nous attendons ce moment. Aujourd'hui, c'est chose faite parce que c'est le commencement de la santé à Adzopé. Merci au président de la République. Merci au Premier ministre. Il n'y a rien à dire. Vraiment, nous sommes très contents. Vu le trajet Ara-Abidjan très long, aujourd'hui nous avons un CHR très équipé. C'est un grand plaisir pour nous. Nous n'allons pas décevoir la population. Nous invitons les régions de la Côte d'Ivoire à venir à Adzopé se faire soigner. Le défi sanitaire actuel, c'est aussi la lutte contre la Covid-19. Les autorités continuent d'insister sur le respect des mesures pour se protéger et sauver les autres. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 3 nouveaux cas de Covid-19, 6 guéris et 0 décès. À la date du 8 avril 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 81 803 cas confirmés, dont 80 962 personnes guéries, 796 décès et 36 cas actifs. Au total, 11 959 688 doses administrées contre la Covid-19. Et les concours administratifs et d'accès à l'École nationale d'administration sont ouverts. Pour cette année 2022, la ministre Anne-Désirée Ouloto annonce de nouvelles mesures. Un guichet unique est mis en place pour les inscriptions et les dépôts de dossiers. Cette session est aussi ouverte à la diaspora ivoirienne. Des détails avec Rascando. Les concours de la fonction publique, session 2022 lancée. Les inscriptions en ligne se font sur le site du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Celle de l'ENA démarre à partir du 11 avril pour s'achever le 31 mai. Et pour les concours administratifs, le 15 avril pour prendre fin le 17 juin. 2 nouvelles mesures font leur entrée cette année. Il s'agit, premièrement, de la mise en place d'un guichet unique pour les inscriptions et le dépôt des dossiers de candidature, tant pour les concours administratifs que pour les concours d'entrée en 2023 à l'ENA. Deuxièmement, de l'ouverture à la diaspora ivoirienne, des concours spécifiques nécessitant des diplômes ou des qualifications de pointe plutôt rares en Côte d'Ivoire et pour lesquels l'administration connaît un déficit. Pour la session 2022, il est envisagé l'organisation des épreuves à Paris, en République française. Cela pourrait être élargi à d'autres capitales à l'étranger si l'essai est concluant. Transparence, équité, célérité, c'est sous ce triptyque que se déroulent ces concours. Nous nous y engageons avec plus de transparence pour plus de performance.
c'est le lieu pour moi d'assurer les populations de notre détermination à maintenir fermement le cap, en nous engageant dans un processus qui exige, tant au niveau organisationnel, technologique que sécuritaire et humain, de la confiance, de la rigueur et de la méthode pour relever tous les défis. La proclamation des résultats pour l'ENA est prévue le 30 septembre et pour les concours administratifs le 30 novembre 2022. À côté de l'accès à la fonction publique, le gouvernement prône aussi l'auto-emploi. Le ministre-gouverneur Robert Begré-Mombé soutient les initiatives de la jeunesse. Il a mis en place un fonds de 50 millions de francs CFA pour les jeunes de Songon. Il s'agit d'un mécanisme de financement pour soutenir l'entrepreneuriat et aider à l'autonomisation. Issa Tionayo. Songon Mbraté, espace Aboubri. Forte mobilisation de la jeunesse autour du ministre-gouverneur Robert Begré-Mombé pour saluer les nombreuses actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara, dans cette commune. Le premier vice-président du directoire du RHTP, Rassemblement des ouvriers pour la démocratie et la paix, qui avait à ses côtés le président honoraire des chefs hachans du village de Songon-Kassamblé, Ogal Léon, par ailleurs membre du bureau du Conseil économique, social, environnemental et culturel, et Nangui Don-Pierre, membre du Conseil politique du RHCP, a décidé d'aider les jeunes à être autonomes. La meilleure des politiques que nous puissions faire pour ceux qui nous font confiance, c'est d'engager des actions de développement. C'est pourquoi cette rencontre est destinée à leur porter la nouvelle selon laquelle, dans l'immédiat, et pour commencer, nous mettons à la disposition de la jeunesse de Songon une enveloppe de 50 millions pour les projets générateurs de revenus, aussi bien pour les femmes que pour les jeunes. Les jeunes, en retour, ont exprimé leur gratitude au ministre-gouverneur. Autre question abordée au cours de cette rencontre, celle relative au terrain hachang à Abidjan. Il est important que la vérité soit dite, sans animosité, sans haine. Parce que la politique, c'est pour aider l'homme à sortir de son intérieur ce qu'il y a de plus beau en lui. Et en cela, la politique rejoint la religion. Mais si la politique doit servir à aller chercher dans les tréfonds du subconscient ce qui est mauvais dans l'homme, alors elle devient très dangereuse. Très dangereuse. Robert Begré-Mombé a appelé les jeunes à être disciplinés et à œuvrer pour la paix, gage de tout développement durable. Des opportunités d'emploi pour les jeunes ici en Côte d'Ivoire. Ceux de la diaspora se positionnent également dans l'entrepreneuriat. En France, 200 entreprises ivoiriennes sont légalement constituées. Ces Ivoiriens essaient tant bien que mal de s'installer dans plusieurs domaines d'activité, malgré évidemment les difficultés rencontrées. Il s'agit notamment de la coiffure, la sécurité, le show business, de la restauration et de l'immobilier, entre autres. Alors comment sont-ils parvenus à implanter leur business dans ce pays? Quel est leur chiffre d'affaires et les difficultés rencontrées? Des éléments de réponse dans le dossier Vidici de ce soir avec Sam Conan et Sephora Zegui. Dixième arrondissement, Paris. Bienvenue à Château d'Eau, capitale des salons de coiffure afro-caribéens. Dans ce quartier dominé par le commerce, cet homme en manteau blanc avec une casquette noire sur la tête règne en maître. Logobi se fait-il appeler? C'est un lieu de commerce où il y a plusieurs salons de coiffure. Voilà, donc il y a plusieurs racoleurs aussi. Donc à la base, je suis là pour mettre de l'ordre. Ce que Logobi ne nous dit pas, c'est que ces services sont payants. Hors caméra, l'un des commerçants nous avoue qu'il débourse 50 € en moyenne par mois pour avoir la protection du tout-puissant Logobi.
À quelques encablures de là, Moussa, ce jeune Ivoirien, était chauffeur de taxi en Côte d'Ivoire. Il arrive en France en 2012. Quand il s'est arrivé en France ici, déjà, puisque la coiffure, ce n'était pas mon métier, on est venu se chercher, au fait, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Donc quand je suis venu, ils m'ont dit qu'il y a un coin qu'on appelle Château d'Eau, où on peut se défendre. Le rôle de Moussa était de ramener des clients au salon de coiffure contre une commission. Aujourd'hui, il possède son salon de coiffure. Il nous raconte comment il est parvenu à avoir un local dans cette rue tant convoitée par les jeunes. Et les cartes à main, ils demandent aux clients, les personnes, ah vous coiffez, madame coiffez. Et vous voyez, voilà, c'est lancé un peu, j'ai économisé un peu. Mon premier magasin d'abord, il y a eu 6 000 €. Moussa n'a pas voulu divulguer son chiffre d'affaires, mais il nous rassure, il gagne bien sa vie. Mon plus grand rêve aujourd'hui, c'est d'avoir l'argent en fait, comme il le faut, pour aller réaliser chez moi. Mais il faut reconnaître que chacun est mieux ce soir. On retrouve les Ivoiriens dans presque tous les domaines d'activité en France, qu'il s'agisse du commerce, de la coiffure, de la musique, de la restauration, du showbiz ou encore de la livraison. Mamadou est arrivé en France par la mer en 2016. Si on me demandait de refaire ce trajet-là, sincèrement dit, je ne peux pas. C'est parce que c'est arrivé ici que j'ai su qu'on a pris de gros risques au fait. De gros risques pour rien. Après plusieurs démarches pour être dans la légalité sur le sol français, Mamadou gagne sa vie dans la livraison de biens et services. Il ambitionne de créer son entreprise de livraison en Côte d'Ivoire dans quelques années, Aubervilliers en Île-de-France. Nous allons à la rencontre de Joe Papi, un autre Ivoirien de 46 ans et passionné du show business. Café Cacao, c'est le nom de sa boîte de nuit transformée en terrasse en raison du Covid-19. Un espace qui fait la promotion de la musique, mais aussi de la gastronomie ivoirienne. C'est une terrasse qui regroupe tous les Ivoiriens de la diaspora et les Africains, bien sûr. En collaboration avec le MODER, on essaie de parler d'amitié, concept événementiel. En cet espace, Joe Papi reçoit tous les artistes ivoiriens venus faire la promotion d'une nouvelle œuvre en France de façon gratuite. C'est sa contribution au développement des sonorités de Côte d'Ivoire dans l'Hexagone. Joe Papi a monté son business sans aucune aide et a dû compter sur son carnet d'adresses et sa réputation dans le milieu du showbiz. Tous ces entrepreneurs que nous avons rencontrés ont un souhait, celui de recevoir l'appui de leur pays d'origine. Avenue Raymond Poincaré. C'est dans cette rue que se trouve l'ambassade de Côte d'Ivoire. Nous venons à la rencontre de César Naounou, président des chefs d'entreprise de la diaspora ivoirienne en France. Selon lui, pour atténuer les difficultés rencontrées dans l'entrepreneuriat, les chefs d'entreprise se sont réunis en association. César nous explique les difficultés rencontrées. On a beaucoup d'entrepreneurs qui confondent les recettes et les dépenses. Donc, ce qui fait qu'ils ont des entreprises qui ne durent pas. Parce qu'une entreprise commence à se développer dans la 3e année. Avant la 3e année, c'est une entreprise qui peut arrêter. Donc, non loin de cette salle, le bureau de l'ambassadeur Maurice Kwaku Bandama, bien au fait des réalités des entrepreneurs rencontrés. Nous avons un devoir de soutenir nos compatriotes qui est prescrit dans la feuille de route que le chef de l'État nous a confiée. Et le ministère de la Jeunesse a pu dégager un budget, un fonds de plus d'1 milliard, 1,3 milliard pour soutenir les jeunes de la diaspora à partir de la France. Et pour preuve, en septembre 2020, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion et du Service civique a lancé un fonds à l'intention des jeunes entrepreneurs de France. Le représentant diplomatique de la Côte d'Ivoire voit plus grand. Nous sommes également en échange avec le cabinet de la Première Dame pour que nous puissions aussi ouvrir un volet du FAFSI, de fonds d'appui aux femmes de la diaspora en France. Donc l'ambassade n'est pas un ministère. Quand nous recevons les sollicitations de nos compatriotes, nous les transmettons au ministère compétent. 200 entreprises ivoiriennes sont installées en France, selon l'ambassadeur. Et ces entreprises ont de l'avenir. La diaspora ivoirienne en France ne compte pas baisser les bras face aux difficultés. Elle promet se donner les moyens pour se positionner parmi les meilleures entreprises de France. Et l'ambassadeur les y encourage. Pour lui, le meilleur moyen, c'est se mettre en fêtière.
D'ici de ce soir, comment les Ivoiriens se positionnent dans l'entrepreneuriat et retenez bien cette date vers la levée du statut de réfugié ivoirien à partir du 30 juin 2022. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le ministre Alcide Diédié et la sous-directrice du HCR. Le gouvernement étant pour parler avec des pays étrangers pour que ces désormais ex-réfugiés puissent obtenir des cartes de résident. Ahmed Traoré, Didier Nguessan. Le HCR estime que les circonstances dans lesquelles de nombreux Ivoiriens ont fui leur pays en tant que réfugiés ont cessé d'exister. Selon cette institution des Nations Unies, beaucoup d'entre eux n'ont plus besoin de protection internationale. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le ministre ivoirien de l'intégration africaine et la sous-direction du HCR. Le dernier convoi qui est arrivé, un convoi de rapatriement de 245 personnes qui sont revenues en Côte d'Ivoire, que j'ai eu l'opportunité et la joie. Donc les moments échangés ici en Côte d'Ivoire sont vraiment pleins de gaieté, que nous avons abouti à d'heureuses conclusions pour que cette coopération prospère davantage. 60% des réfugiés ivoiriens interrogés souhaitent être rapatriés, tandis que 30% des demandeurs d'asile ivoiriens en Afrique de l'Ouest et du Centre se disent indécis. Et 10% d'entre eux ont décidé de rester dans leur pays d'accueil où ils ont développé des liens forts. La paix définitive est revenue en Côte d'Ivoire avec pour conséquence de fermer, de cesser ce statut de réfugié en ce qui concerne les Ivoiriens. Et j'en ai profité pour remercier le HCR qui nous a accompagnés durant toute la crise et après la crise pour en arriver là. Il y a des détails administratifs qui seront réglés d'ici 2 mois avant la visite du haut-commissaire le 20 juin. Après cette rencontre, Gillian Strigg s'est entretenu avec les partenaires en charge des questions de réfugiés en Côte d'Ivoire. La levée du statut de réfugié ivoirien prendra effet le 30 juin 2022. Et il y a un effet immédiat des attaques terroristes. Le Niger et le Burkina Faso connaissent une crise humanitaire. Le Conseil de l'Entente ne veut pas rester les bras croisés face à cette situation. Son secrétaire exécutif est à Genève pour un plaidoyer en faveur de ces 2 pays. Marcela Montano a rencontré le président de la Croix-Rouge et le directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations. Dans l'actualité politique ce soir, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix a tenu sa 4e séance de travail. Plusieurs membres du directoire se sont retrouvés autour du ministre Gilbert Koné Kafana. Ils ont adopté le plan global de formation des militants. Les jeunes seront formés afin de mieux comprendre les idéaux du parti. On retrouve Moussa Konaté. Formation des militants. Le sujet est au cœur de cette rencontre du directoire du RHDP. Le parti vient d'adopter la feuille de route de son secrétariat national en charge de la formation et de l'institut politique du parti. Il est prévu la mise en place d'un plan global de formation. Ce plan s'appuie sur la grande vision du président du parti, son Excellence Alassane Ouattara, donc de faire émerger un militant nouveau. En l'instar du concept de l'Ivoirien nouveau, à la promotion duquel le président du parti travaille sans relâche, le militant nouveau du RHDP est un citoyen engagé, intègre, travailleur sérieux et soucieux de l'intérêt collectif. La réalisation de cette vision nécessite un programme ambitieux de formation, de valorisation des compétences et de développement du capital humain. Deuxième point à l'ordre du jour de cette réunion, le plan d'action de la politique sociale du parti, présenté par le secrétariat national en charge de la solidarité et des affaires sociales. Le directoire a entendu l'exposé du secrétaire national compétent à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une politique sociale hardie au sein du parti. Le directoire a été particulièrement attentif à la communication relative à la consolidation d'un répertoire des victimes des crises successives survenues dans notre pays. Au terme de ces échanges, le directoire a adopté le document portant plan d'action de la politique sociale du parti. C'est la 4e séance de travail du directoire du RHDP après la réforme du parti. Rencontre sous la conduite de Gilbert Kafana Koné, président du directoire du RHDP.
L'actualité, c'est aussi le renforcement de la cohésion sociale. Ambassadeur de la paix dans le Ouorodougou, le ministre de la Construction était à Morondo, dans le département de Kani. Bruno Damadi Kone a exhorté les populations au renforcement des alliances interethniques pour le vivre ensemble. Godefroy Okambawa. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme à Morondo, sous-préfecture du département de Kani, région du Ouorodougou. Bruno Nabaye Kone est l'invité des membres de l'association des ressortissants de la Bagoué, région dont il est originaire, vivant dans le Ouorodougou. Au cœur de cette rencontre, la promotion de la cohésion sociale à travers le renforcement de l'alliance entre les peuples Koyaka et Sénoufo. Je lance un appel de paix et de cohésion sociale, d'amour et d'entente. Parce que c'est ensemble que nous irons loin et ensemble que nous pouvons bâtir une bonne Côte d'Ivoire. Dans le Ouorodougou, la communauté Sénoufo a réussi son intégration socio-culturelle, un gage de paix sociale et de développement. C'est une alliance séculaire qu'il y a entre le pays Sénoufo et le pays Koyara. Et cette alliance, naturellement, a aidé à faciliter l'intégration de ceux de nos frères qui sont venus de la Bagoué, parce qu'il y a cette alliance-là qui est là depuis des lustres. Tout se passe bien. Nous sommes, nous, heureux de voir que cette cohabitation se passe bien. Nous sommes heureux de voir que cette population venue de la Bagoué contribue à l'essor au plan économique et au plan social de la région du Ouorodougou. Et nous sommes donc venus leur apporter notre soutien, leur dire nos encouragements. À cette occasion, le ministre Bruno Nabaye Kone avait à ses côtés son collègue Bouaké Fofana, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. Tous ont exhorté les populations à demeurer unies afin de donner un sens à la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire prônée par le président de la République, Alassane Ouattara. Et les partis politiques sont dans l'élan de solidarité aux musulmans en cette période de Ramadan. Le RHDP et l'UDPCI ont fait don de vivres au COSIM, un soutien qui permet aux guides religieux de faire face aux besoins alimentaires de la communauté. Mahama Traoré. 1 tonne de riz, 1 tonne de sucre et des cartons de lait. Telle est la substance du don en vivres offert par le secrétariat exécutif du RHDP au COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques. La délégation du parti au pouvoir était conduite par son secrétaire exécutif, Adama Bictogo, accompagné du secrétaire national du RHDP chargé du culte musulman, Famoussa Koulibaly, et d'élus. Votre vision, c'est de rassembler tous les Ivoiriens. Et nous sommes dans cette vision. Nous voulons un pays plus fort, plus stable, encore plus stable. Nous voulons plus de paix, parce que c'est ça qui rend un pays fort, mais un pays avec beaucoup d'amour et de tolérance. À la suite du parti présidentiel, une délégation de l'UDPCI, Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, conduite par son président Albert Touakeus Mabry, vient aussi témoigner sa solidarité en ce mois de jeûne aux guides religieux musulmans. Nous avons pris l'habitude depuis plusieurs années de venir saluer donc le COSIM à l'occasion de sa réunion hebdomadaire et de bénéficier du renouvellement des bénédictions à notre endroit, des conseils. Donc nous sommes venus renouveler ce que nous avons l'habitude de faire, saluer les imams, leur faire nos vœux et surtout recevoir leurs vœux. À l'endroit des donateurs, le président du COSIM, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, a traduit sa reconnaissance appuyée de bénédictions pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Et l'élan de solidarité se poursuit dans le lot d'Ivoire. Le député maire de Divo pense également aux chrétiens et aux musulmans. Amédée Kouakou fait des dons en vivres et en numéraire à l'occasion de cette période de privation et de prière pour ces deux communautés religieuses. On le voit avec Eric Gouré. Le respect de la religion de l'autre et le vivre ensemble s'affirme encore ici à Divo, à la Grande Mosquée. Cette localité ne pouvait pas être en marge de cet élan de solidarité au moment où tous les Ivoiriens et Ivoiriennes sont aux côtés des communautés musulmanes et chrétiennes. Derrière ce don en vivres et en numéraire se cache un amour sincère où la laïcité prend toute sa place ici à Divo. Le donateur du jour n'est autre que le député maire Amédée Kouakou qui offre des tonnes de sucre, de riz, des boîtes de lait, des sacs de pommes de terre, des pâtes alimentaires, des cartons de sardines, entre autres aux musulmans. C'est un mois saint. Et dans ce mois de pénitence, où le matin jusqu'au soir, vous devez donc observer le jeûne. Et comme vous avez dit, ça tombe bien,
C'est aujourd'hui qui était donc le jour de prière pour que le président du COSIM a demandé pour le président de la République, pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes venus, nous sommes heureux de vous dire que vous devez continuer à prier tous les jours. Les bénéficiaires expriment leur reconnaissance. Ça nous va droit au cœur. Le ministre Amédée a toujours fait des dons. Et chaque fois qu'il vient, ça nous fait plaisir. Il nous aide à supporter le jeune. Après la grande mosquée de Divo, les communautés catholiques et protestantes reçoivent également la visite du député maire Amédée Kouakou. Si on prend les routes qui sont faites ici à Divo, est-ce qu'on va dire un chrétien passe ou un musulman passe, ou bien un PPACI passe ou un RHDP passe? C'est pour l'ensemble des Ivoiriens, nous sommes tous des Ivoiriens. Et donc on n'a pas intérêt à tenir des discours de division. Nous devons tenir des discours de cohésion. Partout où nous passons, nous devons donc toujours prôner la paix, la cohésion, l'entente entre l'ensemble des Ivoiriens. Une joie pour ces chrétiens. Nous ne pouvons que dire merci à Dieu pour ce don de la vie qu'il nous fait. Et puis merci à monsieur le ministre, maire de Divo, pour cette générosité et ce message qu'il nous a laissé entendre sur la cohésion, sur la paix. Plusieurs mosquées et églises de la sous-préfecture de Divo recevront très bientôt leurs dons, a promis Amédée Kouakou. Dans le reste de l'actualité, au Burkina Faso, 12 soldats ainsi que 4 volontaires pour la défense de la patrie ont été tués ce vendredi. Le détachement militaire de Nami-Sigima dans la province de Samatenga a été visé par une attaque d'hommes armés. Le communiqué de l'état-major des armées précise que des dégâts matériels ont également été enregistrés et des renforts ont été déployés pour sécuriser la zone. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci d'avoir suivi. L'actualité se poursuit à 23h. Ce soir, le Sahel nous apprend que même dans sa plus grosse colère, la tortue n'ose pas mordre la patte du léopard. Dieu le voulant, on se retrouve demain.